En fait, l'ostéopathie, pour moi, c'est un concept philosophique. C'est pas des techniques, c'est pas des compétences techniques. Parce qu'au final, quand tu regardes un ischio, quand tu regardes un chiro, quand tu regardes un kiné qui fait de la thérapie manuelle, quand tu regardes un ostéo, tout le monde fait la même chose en fait. Au niveau lombaire, que tu trustes L5-S1 ou L4-L5 ou L3-L4. Exactement. En termes de mécanisme observé, si tu as un ordinateur qui te choisit 6 manips au hasard, et toi qui en choisis en fonction de l'anamnèse que tu as fait et des plaintes de ton patient, il y a zéro différence. L'effet numéro 1 d'une manipulation de thérapie manuelle, c'est un effet neurophysio central de modulation sur la douleur. On a exactement les mêmes effets entre une mobilisation et une manipulation de type thrust. Okay, ça c'est intéressant. T'as pas forcément besoin de mettre de la haute vélocité à basse amplitude. Non, en fait tu vas t'adapter après au profil de ton patient à ses attentes. S'il a envie que ça craque, voilà. C'est mieux d'y aller. Sinon... En fait on fait tout doucement la transition vers les effets contextuels. Ok. Je peux toujours trouver une étude qui me montre que telle ou telle chose fonctionne et une autre qui montre que ça fonctionne pas. Après normalement il y a un poids qui se dirige d'un côté si tu regardes tout, mais tu peux être de mauvaise foi et trouver des choses qui vont dans ton sens, tu vois. Salut les amis, bienvenue dans ce nouvel épisode du Training Therapy Podcast, saison 2, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis accompagné de Simon, JP et Julien, ça va les gars? Ça va très bien. Chaud. Vous n'avez pas encore vu Julien. Julien, je te laisse te présenter rapidement pour ceux qui ne te connaissent pas. Eh ben, moi c'est Julien, donc je suis kiné ostéo dans le sport pro, dans le sport de haut niveau. Je suis également le collègue de Jean-Philippe Cadu. Aïe, 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 quelle chance. Quelle chance, c'est un plaisir de bosser avec lui. Il me tire vers le haut tous les jours. C'est le seul mec qui a froid ici. Hein. Non, c'est pour le style. Ah d'accord, pardon. Il a un petit veston. Ouais. Je peux pas comprendre. Est-ce qu'on peut me laisser tranquille? Non, moi je te trouve stylé, mec. Okay. Non, t'es beau, t'es beau. Du coup, vous travaillez ensemble. Est-ce que vous avez des modes de pratique un petit peu différents? Complètement. Je pense qu'on peut dire qu'on est un peu aux opposés. Ouais. Il est en Alsace et moi à Biarritz, quoi. Non, mais en tout cas, on travaille ensemble parce qu'on a deux pratiques très complémentaires. Okay. En fait, on propose des suivis où moi perso je fais la partie active en tant que kiné et prépa physique et Julien toute la partie passive. Ok. Ouais. Donc tu apprécies le passif? En fait, ouais, moi, quand j'ai décidé de faire kiné, j'avais cette image-là en tête. En fait, j'avais l'image du gars qui bosse avec ses mains et qui manipule et qui mobilise. Et ça m'a toujours attiré, ça m'a toujours un peu fasciné même. Et en fait, à la fin de mes études de kiné, j'avais été un peu frustré de mes études parce que j'avais pas retrouvé totalement ce que je m'imaginais du métier en fait. Et c'est pour ça que j'ai tout de suite décidé d'embrayer sur ostéo. Okay. Donc dans l'année qu'a suivi mon diplôme de kiné. Sachant qu'à l'époque c'était monnaie courante. C'était le parcours classique, ouais. Ouais, c'était un peu parcours classique, c'était beaucoup plus développé en tout cas que ce que ça a été maintenant parce que je pense que les ostéopathes un peu nini ont un peu gagné la bataille aussi par rapport à ça et on fait en sorte que ça soit plus difficile aussi pour un diplômé de santé comme les kinés. Comme ça, toi. Je pense qu'il y a eu un peu cette bataille là d'estimer que le kiné qui arrivait sur l'ostéopathie, il avait une forme de concurrence un peu déloyale, tu vois, de par sa patientèle de kinésithérapie pardon, qui pouvait facilement un peu détourner vers l'ostéopathie aussi. Enfin, en tout cas moi c'est ce que j'ai un peu entendu autour de moi dans l'univers dans lequel j'ai... Après pour moi c'est quand même radicalement différent une séance d'ostéo d'une séance de kiné, parce qu'en fait tu vas pas faire une séance d'ostéo sur une séance de kiné ou à 16,53 € pour le temps que ça vous prend, la réflexion que ça prend, ce serait pas rentable en soi. Tu vois, je pense qu'en vrai, dans les années 2000, entre 2000 et 2010, là où je pense que l'ostéopathie était beaucoup plus en vogue, aussi ce qui se disait c'est que l'ostéo il avait une vision plus globale et générale du corps, contrairement à la kinésithérapie où tu avais ton ordonnance, on t'avait dit travaille le genou, tu travailles le genou, ce qui était totalement vrai au final. Et je pense qu'à cette époque-là, les ostéos, ils faisaient un truc que les kinés ne faisaient pas, c'est-à-dire un vrai bilan et une vraie anamnèse complète de l'ensemble du corps. Je pense qu'il y a des kinés qui faisaient très peu, beaucoup moins. Ouais, que maintenant. C'était moins monnaie courante de faire un vrai bilan, d'aller voir l'articulation du dessus, du dessous. Enfin ça, du moins à l'école, nous quand on est ça, on ne l'avait pas forcément vu, tu vois. Mais c'est ce que j'allais dire aussi, c'est qu'en fait, je sais pas pourquoi on s'est représenté cette différence-là entre la kiné et l'ostéo de globalité versus le mec qui regarde que la zone où une patient a mal en fait. Parce qu'effectivement pour moi, et comme tu l'as dit, il y a des bons kinés, il y en a toujours eu, et il y a des gens je pense qui ont essayé de prendre la problématique du patient dans une sphère un peu plus globale que juste l'endroit de sa plainte. Et effectivement pour la petite histoire, à l'époque, effectivement, je pensais un peu comme toi, tu vois, tout frais sorti d'école. Je pense que j'avais pas encore trop aiguisé mon sens critique sur ces trucs-là. Et en fait, j'ai passé un entretien à l'INSEP
Et on m'a posé cette question-là. On m'a dit, mais ok, t'es kiné, t'es ostéo, et pourquoi l'ostéopathe, pourquoi t'as dit que l'ostéopathe, il voyait ça dans la globalité et pas le kiné? Et en fait, je me suis fait piéger comme un con sur cette question, parce que ils auraient aimé que je dise que aussi en tant que kiné, j'ai aussi cette vision globale et qualitative du truc. Et je pense que tu vois. Et du coup, ça n'a pas marché. Et du coup, il y a eu une autre question après. Je pense, à contrario, aujourd'hui, avec le bilan, le diagnostic, etc., en tant que kiné, on est un peu plus formé à aller regarder dans la globalité et on revient. Je pense qu'on avait beaucoup à apprendre de ce côté-là, pour le coup, des ostéos, tu vois, sur cette analyse globale du corps, je pense. Ouais, je pense que ça a peut-être tiré un peu vers le haut aussi la manière dont les kinés se sont mis à prendre en charge leurs patients dans le temps qu'ils ont pris et dans l'écoute qu'ils y ont mis. Ouais, moi je pense que les deux métiers ont gagné l'un de l'autre en fait. Exactement. Parce que je pense aussi qu'à l'époque, si les kinés ils se formaient beaucoup plus en ostéo juste après le diplôme, c'est aussi parce que... Vous voulez gagner 50 € par séance? Non, c'est aussi parce que en IFMK, l'enseignement a beaucoup changé. Et en fait, il y avait des gros manques en formation initiale. Et donc, du coup, les gens ils étaient en recherche de plus. Et donc, du coup, on se tournait plutôt vers l'ostéopathie. Et contrairement, de manière un peu similaire, l'ostéopathie a été obligée de se réinventer avec les études scientifiques. Parce que du coup, la kinésithérapie avait pris la tangente totalement en rejoignant la médecine avec des preuves scientifiques, des études, des publications, etc. Et l'ostéopathie a dû aussi changer sa manière d'enseigner dans les écoles parce qu'ils étaient obligés de se mettre à la page également, quoi. Donc les deux ont gagné pas à se copier, pas du tout, mais à grandir. Ouais, à grandir l'un et l'autre, quoi, l'un avec l'autre. À se stimuler, quoi. Du coup, on peut dire que tu fais de la thérapie manuelle? Ouais, en fait, moi je me considère plus comme un thérapeute manuel que comme un ostéopathe au final. C'est quoi la différence en vrai? Parce que pour moi c'est pareil. Bah ouais, en fait l'ostéopathie pour moi c'est un concept philosophique. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas des techniques, c'est pas des compétences techniques, parce qu'au final quand tu regardes un ischio, quand tu regardes un chiro, quand tu regardes un kiné qui fait de la thérapie manuelle ou quand tu regardes un ostéo, tout le monde fait la même chose en fait. En fait, tu as une multitude de techniques avec des variantes qui sont enseignées telle ou telle en fonction des lieux où tu vas te former. Mais au final, dans la réalité des faits mécaniques, techniques, c'est exactement la même chose. Et en fait, ce qui différencie ces différentes professions de thérapie manuelle, c'est le concept philosophique en fait qui fonde ton enseignement, tu vois. Et il y a plein de patients qui me demandent tous les jours, mais putain, je suis allé voir un chiro, mais c'est quoi la différence? Je leur dis, mais en fait, il y a zéro diff en fait avec ce que je vous fais. Et dans les mécanismes qui sont déclenchés de ce que je vous fais, il y a zéro diff. C'est juste que le chiro, il pense que... voilà. Et l'ostéo, il va penser que différent en fait. Et en fait, le fondement philosophique, c'est juste ça qui crée le titre différent. Mais au final, on est tous les mêmes en fait. Et la thérapie manuelle, elle regroupe tous ces gens-là. C'est pour ça que moi, je suis pas du tout dans le concept ostéopathique. Tu vois, ça fait longtemps que je l'ai quitté parce que j'ai fait la supercherie. Aïe. Mais par contre, je me sens vraiment thérapeute manuel. Voilà, en fait, je me définis plus comme ça. Ok. C'est quoi la thérapie manuelle du coup? Si on devait te définir. La thérapie manuelle, c'est l'art de soigner avec ses mains, on va dire. Donc ça regroupe plein de gens, plein de professions différentes finalement. Parce que c'est vrai que dans la tête des kinés, et moi j'en fais partie, thérapie manuelle, c'est les manips, quoi. Voilà, c'est ça. En tout cas, c'est comme ça qu'on nous l'a vendu à l'école, en fait. Et maintenant, plus je lis, plus je me rends compte que c'est beaucoup plus large que ça. En fait, ça regroupe 3 types de techniques différentes. La thérapie manuelle, ça regroupe les techniques articulaires, qui sont vraiment, on va dire, les techniques reines de la thérapie manuelle, en tout cas celles qui ont le plus de fondements scientifiques, celles qui sont les plus éprouvées. Et souvent, quand on a des faits scientifiques, des publics scientifiques qui sont donnés sur la thérapie manuelle, bien souvent ça concerne les techniques articulaires, implicitement. Il y a les techniques dites de tissu mou, donc ça c'est tout ce qui va être crochetage, tout ce qui va être dry needling, massage aussi. Massage, exactement. Ça fait partie des techniques. Tous ceux qui font du Niron-Maté, du Bowen, du Monéron, enfin bref, tous les trucs qui sont un peu avisés, un peu réflexos sur la peau, tu vois. Ça, c'est les techniques de tissu mou. Ça vient se mettre juste en dessous des techniques articulaires en termes de preuves scientifiques. Il y a quand même pas mal de publications. Tout ce qui est trigger, dry et tout. En vrai, il y a des vrais... Il y a des données comme quoi c'est efficace. Bien pour sûr. beaucoup de choses. C'est d'ailleurs à peu près la fonction et la mobilité du coup. Et du coup la force indirectement parce qu'on améliore la douleur. Exactement.
globalement, on va retrouver à peu près les mêmes mécanismes observés d'ailleurs que pour les techniques articulaires, mais peut-être à un degré moindre en termes de preuves scientifiques. Et puis, en tout dernier, tout en bas, il y a les techniques nerveuses, donc celles où on mobilise les nerfs. Voilà. Donc ça, c'est celles qui ont le moins de fondements scientifiques, peut-être aussi parce que c'est celles qui sont les moins étudiées, c'est peut-être aussi celles qui sont les moins pratiquées. Voilà. D'ailleurs, pour la petite histoire sur ces techniques-là, dernièrement, il y a un petit consensus scientifique qui est sorti sur le fait qu'il n'y avait pas de spécificité à mobiliser un nerf plutôt qu'un autre sur les techniques qu'on peut nous enseigner, c'est-à-dire quand on mobilise soi-disant le nerf radial, au final, ça ne serait pas spécifique du nerf radial, il n'y aurait pas de spécificité. Il y a tout qui bouge de toute façon. Voilà. Par ça, on entend tout ce qui est neurodynamique ou c'est autre chose? Ouais, c'est comparable à tout ce qui est neurodynamique. Ouais. Okay. Quand on dit, tiens, on va mobiliser un sciatique, c'est pas spécifique au sciatique. Tu peux faire le nerf radial. Tu peux. Peut-être pas quand même. Voilà, il n'y aurait pas de spécificité. On est sur un truc global. Ouais. Donc voilà, la thérapie manuelle, en fait, c'est avant tout ces trois types de techniques-là. Et après, dans les techniques articulaires, puisqu'on va essentiellement parler de celles-là aujourd'hui, il y a encore deux sous-catégories qui sont les mobilisations et les manipulations. C'est quoi la différence entre les deux? La mobilisation, alors nous, ce qu'on appelle, en ostéopathie, on appelle ça le traitement ostéopathique global. TGE, non, c'est pas ça? TOG, ouais, exactement. TOG. C'est très anglo-saxon, il y a des ostéos qui travaillent que comme ça. Et donc là, ça va être vraiment la technique de, on empaume un segment de membre et puis on vient mobiliser, flexion, extension, enfin sur les degrés de liberté de l'articulation. C'est ce qu'on fait en kiné. Voilà. C'est ce qu'on apprend en mob spécifique, par exemple. Ouais. Et puis les manipulations, celles dont on a vraiment l'idée du craquement, quoi, du thrust, de la vélocité, du fameux HVBA. C'est quoi un thrust pour ceux qui ne savent pas et le HVBA justement? Un thrust, en fait, c'est c'est faire une technique HVBA. HVBA, ça veut dire haute vélocité, basse amplitude. Donc ça veut dire aller chercher, alors en termes un peu conceptuels ostéopathiques, ce qu'on appelle la barrière motrice. Donc on vient épuiser un petit peu l'amplitude du segment d'articulation qu'on veut mobiliser ou manipuler. Et on vient accélérer sur une amplitude très courte cette fin de mouvement pour venir créer une sorte de décoaptation ou de pressurisation de l'articulation qui va venir créer ce fameux petit phénomène de cavitation gazeuse là, qui fait cette petite bulle d'air qui éclate, le fameux crack, et potentiellement pour créer derrière tous les effets réflexes dont on va parler tout à l'heure. Ok, donc qu'est-ce qui se passe suite à une manip? Et en fait... D'ailleurs, juste avant que tu répondes à cette question, moi j'ai vu passer un post qui a fait un peu le buzz là, où un ostéo disait que les kinés n'avaient pas le droit de faire ce genre de pratique. Les manipulations, t'as vu passer, non? Non. Je suis le seul à l'avoir vu. Moi je suis pas sur les réseaux, mais... Pas vu ça, ouais. Il y a les fameux interdits sur le rachis cervical ou sur les manips endo-cavitaires, en fait. Qui sont, elles, toujours interdites hors prescription. C'est ça c'est bien de le préciser. Mais ça allait plus loin que ça. Il disait dans son post, il mettait des textes comme quoi les kinés n'avaient pas le droit de manipuler au-delà des amplitudes physiologiques. En fait, on n'est jamais au-delà des amplitudes physiologiques. Heureusement, parce qu'on n'a pas le droit de luxer les gens. Bon, okay. Pas mal. Et en gros, il disait que il n'y avait que les ostéopathes et les kinés n'avaient pas le droit. C'est une question de sémantique. Voilà, c'est exactement ça. En fait, c'est juste une question de... On joue sur les mots, c'est une petite guéguerre nulle. On essaye juste de tirer la couverture de son côté et c'est tout. Faut pas oublier que ce qu'on a dit tout à l'heure, on fait tous la même chose en fait. Mais c'est ça. Et que... On utilise nos mains, on fait bouger les gens. L'ostéopathe, il a juste hyper développé une facette aussi du métier de kiné finalement. Tu vois. Et il s'est dit, tiens, ce petit bout de kiné là que j'aime bien, putain, je vais en faire je vais les saurer. Ouais, je vais en faire un truc complet. Du coup, il est expert et ultra chaud là-dedans. C'est ça. En fait, tu deviens expert, techniquement aussi. Et c'est pour ça que, en fait, comme vous faites ça à longueur de journée, forcément, tu vas sans doute être plus efficace, plus précis, plus... alors... La manip, en tout cas... être mieux réalisé. Ouais, être mieux réalisé. En fait, quand il y a une difficulté technique, quoi. Ouais, c'est ça. En fait, en termes de précision, au final, il n'y a pas tant d'importance que ça sur la précision de la manipulation, parce qu'en fait, il n'y a pas de spécificité d'action dans une manipulation. Donc en gros, si tu as une douleur qui serait localisée sur L5, S1,
au niveau lombaire, que tu trustes L5-S1 ou L4-L5 ou L3-L4. Exactement. En termes de mécanisme observé, qu'il y ait... Alors, je parle bien en termes de mécanisme observé. Je ne parle pas d'effet clinique pour l'instant. Je parle de mécanisme observé. Si tu as un ordinateur qui te choisit 6 manips au hasard, et toi qui en choisis en fonction de l'anamnèse que tu as fait et des plaintes de ton patient, il y a 0 différence. Ok. Sur la zone quand même concernée. Sur la zone concernée, il y a 0 différence. Ok, c'est pas si tu trustes je sais pas, un poignet, alors que le mec il a mal au... Non. Là, on va parler surtout des manips rachidiennes. Ok. Mais par contre, si on reste sur les manips rachidiennes, il y a thoracique cervical. S'il y a une plainte cervicale, tu peux manipuler en thoracique. Ça aura des effets en cervical. En fait, c'est là qu'on va en venir en fait, au premier gros effet. C'est pas non plus juste très très localisé, tu vois. De la tête, moi en fait. Sauf si c'est une petite colonne. Si t'as que 12 vertèbres. Il y a, et sur votre podcast précédent, là, où effectivement vous parliez un petit peu du moment où la thérapie manuelle elle a commencé à être un petit peu étudiée scientifiquement. Effectivement, ça date du début des années 2000. Et en fait, avant les débuts des années 2000, on était vraiment que dans des concepts philosophiques, avec un modèle biomécanique total, c'est-à-dire qu'on pensait qu'il y avait la fameuse théorie de la subluxation, donc une articulation qui se déboîtait un petit peu, que l'ostéopathe était là pour remettre en place, réaligner, recentrer. Donc ça a été complètement invalidé. Au début des années 2000, on a eu de plus en plus de moyens d'étudier la thérapie manuelle. Donc en fait, on a pu invalider tranquillement, tout doucement, mais quand même assez solidement, ce modèle bioméca, pour arriver vers un modèle qui est maintenant bien en place dans la science, qui est le modèle neurophysio. Et en fait, l'effet numéro 1 d'une manipulation de thérapie manuelle, c'est un effet neurophysio central de modulation sur la douleur. Voie ascendante, voie descendante de la douleur. C'est pour ça qu'en fait, que tu manipules T1 sur T2, T7 sur T8 ou L3 sur L4, tu vas avoir le même effet de modulation positive de ta douleur. Comment t'expliques ça? Qu'est-ce qui déclenche cette modulation? C'est un phénomène réflexe qui emprunte vraiment ces voies-là de corne poste de la moelle, de voie ascendante et descendante. Et au final, tu te retrouves à avoir la même boucle réflexe, que tu sois un peu plus haut, un peu plus bas, en cervical, en thoracique, en lombaire. Ok. Est-ce qu'il y a une... Je ne sais pas si tu as la réponse à la question, mais j'y pense. Est-ce qu'il y a une sécrétion hormonale liée à ça, qui pourrait être du coup globale, au final, mais ça, comme si tu avais pris un petit tramadol, tu vois. Enfin, j'exagère sur le tramadol, mais... Mais en fait, effectivement, tu as raison, parce qu'il se passe ça, sauf qu'on le distingue de l'effet neurophysio. L'effet neurophysio, le numéro 1, celui qui domine sur tous les autres, c'est vraiment celui de modulation de la douleur. Et ensuite, tu as des effets qu'on appelle biophysio. Et dans les effets biophysio, il y a cette fameuse sécrétion de sérotonine, de cannabinoïdes, d'endorphines. Il y a aussi potentiellement, alors ça c'est plus un truc potentiel, mais qui a de plus en plus aussi de vérification scientifique, mais il y aura une libération de médiateurs anti-inflammatoires aussi, qui se ferait. Et puis, dans ce que tu disais aussi tout à l'heure, il y a aussi une optimisation de la force isométrique après des manipulations rachidiennes. Ça, c'est aussi intéressant derrière quand on veut remettre à l'exercice. Carrément. De toute façon, c'est au service de la fonction. C'est au service de la fonction. Et tout à l'heure, tu faisais la différence entre les effets biomécaniques et les effets cliniques. Ouais, les mécanismes observés et les effets cliniques. Exactement. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu? Eh ben ouais, en fait, la thérapie manuelle, elle fonctionne donc d'abord par ses effets spécifiques, donc c'est ceux qu'on vient de décrire à l'instant. Mais en fait, il faut savoir que ces effets spécifiques, ils sont largement minoritaires dans tout ce qui rentre en compte dans l'optimisation d'une douleur d'un patient. C'est-à-dire que si on fait un diagramme bâton de 100% de l'évolution de la douleur d'un patient, tu as peut-être 15% qui sont liés aux effets spécifiques. Ensuite, tu vas avoir une part un tout petit peu plus grande des effets non spécifiques. Donc ça, c'est tout ce qu'on appelle les effets contextuels. Ok. Je fais une petite pause. Dites-nous dans les commentaires directement sur YouTube si vous aimeriez qu'on fasse tout simplement un podcast sur les effets placebo, les effets contextuels, pour essayer de débattre un peu plus là-dessus, parce que ça peut être intéressant de creuser un peu plus sur ce sujet. Mais vas-y. Carrément. Et puis, ce qui va être vraiment le socle principal de l'évolution d'une douleur, c'est l'histoire naturelle, en fait, de l'évolution de la sensibilité musculo-squelettique du patient. Et du coup, le deuxième petit pilier, en fait, de fonctionnement de la thérapie manuelle, ça va être ce qu'on appelle les effets contextuels, les effets non spécifiques. Voilà. Je pense qu'on développera ça la prochaine fois, c'est archi intéressant. Du coup,
de votre manière de travailler à tous les deux, qui fait quoi en premier au final? C'est plutôt toi en aigu, entre guillemets, et toi sur le moyen long terme, ou est-ce que ça se... Il veut savoir qui est le boss. Non, pas du tout. Pas du tout. Mais c'est intéressant de... J'ai déjà la réponse, mais c'est intéressant de voir au final que ce ne sera pas forcément que 1, 2, et que... Ouais, exactement. En fait, Jus, il est kiné-ostéo, et on partage tout à fait la même manière de voir les choses. Et c'est ça qui est intéressant. Et c'est pas du tout une guéguerre, et on sait très bien qu'il n'y a pas de recette miracle. Et parfois, je reçois des gens, et je pense qu'ils auraient besoin d'un petit coup de pouce du passif. Et dans ce cas-là, j'oriente vers Jus. Et inversement, il y a des gens qui viennent le voir que pour du passif, et ils se rendent compte que ça serait bien qu'ils faisaient de l'actif. Et donc du coup, ils me les redirigent vers moi. Mais en fait, là où moi j'aime beaucoup cette manière de travailler, c'est que c'est vraiment, encore une fois, centré sur le patient. C'est-à-dire que notre patient, on lui propose, on pense que nous, voilà ce qu'on peut te proposer de mieux, c'est une grosse partie active, mais avec du passif pour optimiser le tout. Et ce passif-là, qu'on le mette avant, après, pendant, entre guillemets, peu importe. Okay. Alors il demande quand même 48 à 72 heures de repos total après ces séances. Justement, le centrer sur le patient, c'est important parce que c'est aussi l'évolution un peu moderne de la manière dont on va s'occuper de nos patients. Où effectivement, dans l'ostéopathie un peu plus archaïque ou un peu plus philosophique, on est très centré sur le thérapeute. Où en fait, c'est le thérapeute qui va te dire putain, moi je sens ça, je sens que là ça va pas, ça déconne. Alors que le gars, en fait, il allait très bien, mais en fait, on est en train de lui dire que ça va pas. Et en fait, on était très centré sur le thérapeute, presque un petit peu en mode gourou au final. Hein. Et puis, la modernisation de l'ostéopathie, grâce aussi à toutes ces publics scientifiques, et puis de plus en plus d'ostéopathes qui se sensibilisent à ça et qui passent un peu au filtre scientifique leur pratique. Et se rendre compte qu'en fait, la base, en fait, c'est d'être centré sur le patient et d'être guidé par son ressenti et d'être guidé par ses tissus en fait. Où est-ce que tu as mal, où est-ce que je peux passer pour faire une manip, et pas du tout en fait imposé par le thérapeute. Quoi. Très intéressant. Ouais. Du coup, si on resynthétise, en gros, en bas de la pyramide, le plus important, ce qui a le plus d'effet en thérapie manuelle, manipulation, mobilisation, et surtout manipulation. Ouais, mais alors tu fais bien de me le dire, parce qu'en fait, c'est pareil, en termes de mécanismes observés, encore une fois, on parle que de mécanismes observés, on a exactement les mêmes effets entre une mobilisation et une manipulation type stress. Okay, ça c'est intéressant. Tu n'as pas forcément besoin de mettre de la haute vélocité à basse amplitude. Non, en fait, tu vas t'adapter après au profil de ton patient, à ses attentes. S'il a envie que ça craque, c'est mieux d'y aller. En fait, on fait tout doucement la transition vers les effets contextuels. Quoi. Ok. Ouais. Ensuite, on a les techniques de tissu mou qui sont un peu moins fondées. Ouais. Mais qui peuvent être intéressantes. Exactement. Et ensuite, tout ce qui est neural, c'est bien capté. Pour moi, les techniques de tissu mou, elles sont moins fondées parce qu'il y en a énormément de différentes. Et du coup, on peut pas, tu vois, deux types de massage, ça n'a rien à voir. Et en fait, il faudrait faire des grosses cohortes par technique de massage, par technique de tissu mou. C'est très compliqué parce que en vrai, pour le coup, trigger, dry, c'est fondé, on le sait. Donc, alors, bon, peut-être il y a des techniques de massage. Il n'y a tellement pas de reproductibilité en fait, ni inter ni intra thérapeute, que c'est très compliqué. Mais il faut se rendre compte en fait des limites qu'on a aujourd'hui sur plein de trucs en fait, parce qu'il y a des tonnes de trucs qui sont impossibles à quantifier de manière aussi carrée que ce qu'on peut avec faire. Le corps, on peut pas, enfin à un moment donné, bien sûr, on peut pas faire comme ça. C'était archi intéressant. C'est pour ça que en fait, il y a eu tout un moment où on mettait vraiment la thérapie manuelle à la poubelle parce que il y avait de l'ostéobashing. Ouais, parce qu'il n'y avait pas de preuve scientifique. Non, c'est archi faux. Et puis c'est aussi tout l'intérêt de la lecture scientifique. C'est-à-dire comment on la lit, qu'est-ce qu'on peut en tirer et comment on se l'approprie. De toute façon, tu peux toujours quotidien. trouver un truc qui va dans ton sens ou qui va pas dans ton sens. Exactement. Tout le temps. C'est obligatoire. Tu peux toujours trouver une étude qui montre que telle ou telle chose fonctionne et une autre qui montre que ça fonctionne pas. Après, normalement, il y a un poids qui se dirige d'un côté si tu regardes tout, mais tu peux être de mauvaise foi et trouver des choses qui vont dans ton sens. Tu vois. Donc ça, c'est important. Il ne faut pas oublier effectivement aussi que les effets de la thérapie manuelle, ils sont largement communs avec tout un tas d'autres techniques
de kinésithérapie, d'exercice, de thérapie mais ça reste intéressant. Cognitive, exactement. Et c'est très intéressant quand c'est bien expliqué. Donc là, franchement, j'ai envie d'allonger JP, de lui mettre un lombar roll là. Franchement, ça me ferait plaisir. Tu vois, limite, j'aurais envie de faire ça. Écoute, Julien, merci beaucoup. Franchement, c'était grave intéressant. J'espère que vous avez bien aimé cet épisode. Au final, si on peut conclure, ne soyez pas butés dans une direction. N'ayez pas de prise en charge un peu gourouistique, je sais pas si on peut dire ça, mais toujours centré sur le patient. Si vous êtes patient, ne vous faites pas avoir par des gens qui veulent vous emmener que dans une direction. Essayez de faire face à un thérapeute déjà qui s'occupe de vous, qui vous écoute, qui s'intéresse à votre problématique et qui met en place un traitement qui paraît pertinent vis-à-vis de ce que vous avez. En attendant, si vous avez kiffé l'épisode, n'hésitez pas à mettre un gros like. Si vous êtes sur YouTube, abonnez-vous à la chaîne. C'est super important, ça nous aide à avoir encore plus d'invités. Et si jamais vous voulez aiguiser votre sens du raisonnement clinique, vous avez juste à télécharger notre formation gratuite, le guide du kiné expert. Vous cliquez sur le premier lien dans la description de la vidéo. Très simple, vous regardez ça tranquille chez vous après. Vous allez apprendre plein de trucs. Si vous êtes sur Spotify, Deezer, Apple Podcast, n'oubliez pas de vous abonner aussi au podcast et dites-nous sur Spotify directement dans le sondage ce que vous avez pensé de l'épisode. En attendant, nous on se dit à la semaine prochaine. Prenez soin de vous, prenez soin de vos patients. À plus. Salut. Terminez les vertèbres des plats.